Pour parler toujours de l'importance du commerce intra-africain et de la zone de libre-échange intercontinentale ou bien continentale africaine, nous avons le plaisir d'accueillir au bout du fil Dr Sam Abdel-Fattah. Vous êtes professeur d'analyse de discours. Bonsoir. Oui, bonsoir. Je veux parler donner un bref aperçu sur la ZLECA, la zone de libre-échange continentale africaine, où on est et quelle est l'importance de cet accord. En fait, c'est un projet gigantesque, c'est-à-dire qu'il remonte à 4 ans. Mais le problème, c'est que jusqu'à maintenant, on ne peut pas dire que ce projet a démarré. C'est très difficile de le dire, mais il s'agit justement de mobiliser tous les pays africains afin de concentrer leurs efforts pour réaliser cette grande, à mon avis, c'est une grande action pour l'Afrique, en faveur de l'Afrique, l'économie. Vous savez très bien que l'Afrique est en dépendance quasi totale des exportations de pays étrangers. L'étranger, ça veut dire les États-Unis, l'Europe, et aussi le drame consiste au fait que l'Afrique en fait exporte les matières brutes, c'est-à-dire les matières les ressources naturelles à l'étranger, et puis après c'est que ensuite il en exporte les produits de l'Europe. Et ça c'est vraiment le drame, c'est-à-dire vous exportez votre propre fortune, ressources naturelles et matières premières, primitives, et puis après vous attendez que l'industrialisation européenne vous en donne en fait les produits, les fruits de tout ça. Ça c'est le drame. Alors maintenant, c'est que les pays européens, c'est surtout l'Égypte en fait qui est le pilier en fait de ce projet, et avec l'Union africaine, bien entendu, c'est de construire, de mettre en place une zone de libre-échange. Il y a une convention, en fait. Je pense qu'il y a à peu près 54 pays qui ont signé. On attend 7 qui ont ratifié. Mais on attend justement la décision finale. Ça veut dire que le fait qu'ils se considèrent maintenant adhérents à cette convention. Est-ce que cette convention maintenant a débouché sur quelque chose ou bien elle a porté ses fruits? Pas encore. Et ça, c'est le problème. Et c'est pour cela, actuellement, nous avons, il aurait fallu chercher les institutions financières qui puissent financer le projet. On a, par exemple, Afreximbank. Il y a aussi d'autres banques, d'autres institutions financières. Il reste simplement convaincre les pays africains de concentrer leurs efforts pour que le commerce interafricain prospère. Au lieu de dépendre du monde extérieur, d'autres continents, par exemple, il aurait fallu les pays africains sont capables justement de réaliser ce qu'on appelle l'autosuffisance. Et pourquoi? Parce que vous savez, vous avez par exemple un grand pourcentage de la jeunesse, et puis après, il y a aussi l'Égypte en fait qui, à mon avis, c'est-à-dire qui pourrait combler les lacunes ou bien répondre aux besoins des pays africains, par exemple parce qu'il y a beaucoup d'usines pharmaceutiques, d'autres usines à titre d'exemple, simplement l'alimentation, la nourriture et tout ça, et qu'il y a aussi d'autres projets que l'Égypte en fait réalise dans les pays africains. Alors au lieu que les pays africains par exemple importent de l'étranger, parce que vous savez très bien que à peu près 75% en fait des produits consommés par l'Afrique sont des produits exportés. L'Afrique, en fait, importés par l'Afrique. Mais les exportations africaines, constituent simplement un pourcentage minime par rapport, par exemple, aux autres continents. Regardez, à titre d'exemple, le commerce intereuropéen ou bien interasiatique, ça dépasse de loin vraiment le volume du commerce africain. Donc, la convention du libre-échange, c'est la seule solution. C'est simplement de réaliser l'autosuffisance des pays africains, la dépendance, interindépendance entre les pays africains, et l'Égypte certainement peut mener ce projet à son bout, c'est-à-dire que mener à bien le projet afin que cette zone soit complètement donc achevée et commence à fonctionner. Mais pour commencer à fonctionner, et comme vous venez de dire que le problème c'est que l'Afrique exporte ses matières premières et puis
importe ces matières premières après les produits. Les produits industrialisés. Oui. Voilà. Est-ce que l'Afrique possède l'expertise nécessaire pour industrialiser ces produits? Mais le problème, mais elle peut toujours justement emprunter l'expertise égyptienne. Et aussi, dans tous les domaines. Oui, bien sûr, parce que elle peut justement se tourner vers l'Égypte à titre d'exemple. Il y a aussi les pays de l'Afrique du Nord. C'est-à-dire que, et puis après, rien n'empêche, par exemple, qu'il y ait toujours un échange entre la Chine, à titre d'exemple, les pays asiatiques, la Corée, à titre d'exemple. C'est-à-dire, il ne faut pas justement se borner à importer les produits de l'Europe. Vous savez, parce que c'est l'Europe qui importe, en fait, les matières premières de l'Afrique. Et lorsque l'Europe, en fait, vend à l'Afrique les produits ou les fruits de l'industrialisation, à partir de ces matières premières, là, vraiment, la question maintenant, c'est quoi? C'est que l'Afrique achète trop cher. Oui. C'est vrai. Vous comprenez? Mais s'il y a vraiment la zone de libre-échange peut toujours répondre à ce besoin africain, c'est-à-dire que vous pouvez donc produire chez vous-même, ou bien à l'intérieur de l'Afrique. Le continent africain, c'est un continent, à mon avis, c'est le plus riche du monde. C'est vrai. C'est vrai. Là, vous avez parlé quand même des matières premières, mais pour réaliser les échanges commerciaux attendus entre les pays africains, il faut quand même des infrastructures très importantes, ce que l'Afrique ne possède pas. Alors comment développer l'Afrique pour avoir ces infrastructures? Vous avez de deux côtés. Vous avez tout d'abord essayé de trouver celui qui peut vous aider à l'intérieur du continent africain. Vous avez l'Égypte. Parce que vous savez très bien qu'il y a des entrepreneurs, il y a des hommes d'affaires qui investissent actuellement dans le continent africain. Il y a aussi l'État, regardez par exemple les universités qui se trouvent partout dans les pays africains. Il y a des usines pharmaceutiques, il y a des usines aussi de l'alimentation et la nourriture. Il y a à titre d'exemple les véhicules. On a vu aujourd'hui des photos qui vous montrent à quel point l'industrie égyptienne est propagée à l'intérieur de l'Afrique. D'abord, l'Afrique peut toujours tourner ses regards vers les pays africains, simplement pour trouver lequel de ces pays qui peuvent toujours exporter aux pays voisins. Et ensuite, s'il manque par exemple une expertise, rien ne vous empêche certainement à travers les conventions avec le monde extérieur, parce qu'il ne s'agit pas justement de couper toute relation avec le monde extérieur. Vous avez la Chine actuellement investit énormément dans le continent africain. Vous avez aussi d'autres pays européens, mais dans ce cas, vous ne serez pas totalement dépendant en fait de l'extérieur de l'Europe ou bien des États-Unis. Oui. Tout à fait. Alors, je vous remercie beaucoup, Dr Assam Abdel Fattah. Je rappelle que vous êtes professeur d'analyse de discours. Vous avez parlé quand même surtout de la ZLECA et comment développer les infrastructures du continent africain et l'échange d'expertise, par exemple des pays du nord de l'Afrique vers le sud de l'Afrique pour arriver à booster les échanges commerciaux entre les pays africains. Je passe à un autre sujet, c'est concernant la situation dans la bande de Gaza, mais cette fois-ci je parle des aides humanitaires où l'Égypte multiplie les efforts. L'Égypte poursuit ses efforts pour fournir les soins aux blessés de la guerre. Les préparatifs sont à leur plus haut niveau dans les hôpitaux de 8 gouvernorats, notamment le Nord Sinaï à la frontière avec la bande de Gaza, où 5 hôpitaux ont été pleinement équipés en prévision de l'arrivée des blessés palestiniens. Un nouveau groupe de 300
329 personnes de double nationalité est arrivée le 7 novembre au poste frontière de Rafah, après la reprise du processus d'évacuation qui a débuté le 1er novembre et qui avait été suspendu pendant 3 jours, portant le nombre total de personnes évacuées de la bande de Gaza à 1400 individus de différentes nationalités. Les hôpitaux égyptiens ont d'autre part continué à accueillir les blessés des bombardements israéliens à Gaza, à El Arish et à Alexandrie, ainsi qu'à l'Institut Nasser au Caire. Par ailleurs, le côté palestinien du passage de Rafah a reçu mardi un nouveau convoi de 92 camions d'aide humanitaire transportant des médicaments, de la nourriture, du lait maternisé et de l'eau, portant le total des camions d'aide arrivés dans la bande de Gaza depuis le 21 octobre à 567 camions. Les préparatifs sont à leur plus haut niveau dans les hôpitaux de 8 gouvernorats, notamment le Sinaï du Nord, à la frontière avec la bande de Gaza, où 5 hôpitaux ont été pleinement équipés en prévision de l'arrivée des blessés palestiniens, a affirmé le ministre de la Santé, Khaled Abdel-Ghaffar, lors d'une conférence de presse. Un hôpital de campagne entièrement équipé a également été placé sur les frontières de Gaza pour soigner les blessés et ont besoin d'une intervention d'urgence. Selon M. Abdel-Ghaffar, plus de 50 opérations chirurgicales délicates ont été effectuées. La majorité des cas étaient des blessés graves et 70% d'entre eux étaient des enfants, des jeunes et des femmes. Les blessures varient entre fractures et amputations de membres, y compris chez les enfants âgés de 8 et 9 ans. Ceci représente intervention importante de la part de l'Égypte, compte tenu de la situation humanitaire désastreuse que connaît la bande de Gaza. La grande majorité des hôpitaux à Gaza sont hors service en raison des bombardements et du manque de carburant. Ashraf El-Qudra, porte-parole du ministère de la Santé dans la bande de Gaza, a averti que le système de santé dans l'enclave palestinienne était au bord de l'effondrement, avec des milliers de blessés et de malades et une pénurie de carburant. L'Organisation mondiale de la santé a dénoncé l'absence de garantie de sécurité pour les convois humanitaires à l'intérieur de Gaza, affirmant qu'il était impossible d'acheminer des fournitures médicales vers les hôpitaux. L'OMS a souligné que les besoins sanitaires dans la bande de Gaza augmentent alors que sa capacité à y répondre diminue.